Bonjour, Yves Maigret, associé chez Valtus. J'ai l'immense plaisir d'accueillir une nouvelle fois Franck Morel, qui nous avait fait l'honneur de venir l'année dernière, il y a tout juste un an, et pour partager avec nous son appréciation des incidences de la crise sanitaire sur l'emploi, et les perspectives de rebond et sur les relations sociales, et sans prêter à Franck des talents de visionnaire, parce que je sais que son humilité en serait froissée, vous aviez vu juste, et votre optimisme était justifié. Alors, Franck, vous êtes avocat chez Flichy-Granger, également ancien conseiller, directeur de cabinet de tous les ministres du Travail sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous avez aussi servi la présidence d'Emmanuel Macron, en étant conseiller social de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. L'objectif aujourd'hui, et vous avez accepté de vous livrer je dirais, à cet exercice un peu de divination sur les enjeux sociaux du prochain quinquennat, et je vous en remercie. Vous êtes un ancien inspecteur du travail, ça vous fait un point commun avec l'un des candidats à l'élection présidentielle de 2022. J'en ai plusieurs même avec elle. Voilà. J'ai plusieurs points communs. Plusieurs points communs. Oui, absolument. Bon, ayant une lyonnaise aussi comme moi. Ayant servi le président Sarkozy comme le président Macron, vous avez aussi fait montre d'un réel œcuménisme politique. Bon, après, pour les curieux qui iront vous suivre sur Twitter, on sait pour qui votre cœur balance actuellement, mais surtout, vous êtes très attaché, ai-je bien compris, à préserver l'héritage social du général de Gaulle. Vous avez à ce titre contribué à un édito dans les Échos la semaine dernière, et j'avais retenu que vous disiez que notre esprit national si particulier, soucieux tant d'égalité que de promotion sociale individuelle, tant de liberté économique que d'État protecteur, c'était ce que vous souhaitiez préserver. Alors, on a fait un peu une liste, non pas à l'après-vert, mais recenser un peu quels nous semblaient être les enjeux principaux de la revitalisation de l'industrie au nouveau métier 2.0, quelles adaptations pour quels impacts sur l'emploi, quelles solutions pour réduire drastiquement le chômage des jeunes, les 35 heures résisteront-elles à la nouvelle donne du marché du travail avec des positions très différentes d'un candidat à l'autre, l'émergence grandissante de nouvelles formes d'activité et comment on peut les protéger et protéger ces nouveaux travailleurs, je dirais l'ancienne de la réforme des retraites qui a été récemment repoussée par le président Macron, la pauvreté qui reste une préoccupation aussi des Français, et enfin l'articulation de la politique sociale en France avec la gouvernance européenne. Bref, c'est assez ambitieux, mais je ne doute pas que votre talent d'orateur saura relever ce défi. En tout cas, un grand merci d'avoir une fois encore accepté de venir partager aujourd'hui chez Valtus avec des clients, des managers de transition. Merci beaucoup Yves pour cette introduction. Le menu est copieux et donc on va essayer de couvrir l'ensemble des sujets qui ont été mentionnés, que vous avez mentionnés. Et je dois dire qu'ils sont nombreux parce qu'effectivement, les enjeux auxquels nous sommes confrontés et qui vont être mis en lumière, et c'est bien légitime, c'est bien logique à la faveur de la campagne présidentielle qui s'annonce, sont très divers et sont très variés. Et pour beaucoup, ont été mis en exergue par la période totalement inédite, sans précédent dans l'histoire récente de la France, de l'Europe et même peut-être de l'humanité, qui est la période de crise sanitaire, qui a accéléré un certain nombre de mutations. Je pense en particulier
au regard que les acteurs portent aujourd'hui sur le télétravail, qui n'aurait absolument pas du tout été le même si nous n'avions pas vécu la crise sanitaire que nous traversons encore à l'heure actuelle. Alors, si vous le voulez bien, je vais essayer de mettre en lumière un certain nombre d'enjeux qui me paraissent récurrents, qui me paraissent devoir être sur la table à la faveur des mois qui s'annoncent. Et puis, à travers la mise en avant de ces enjeux, je vais essayer de répondre aux différentes questions que vous avez soulevées. Et puis, si jamais il y en a une qui est passée à travers, eh bien, on aura l'occasion de revenir dessus, effectivement, au moment des échanges. Et je vais préciser à nos auditeurs qu'ils peuvent également poser des questions, bien sûr, que je ne manquerai pas de relayer auprès de Franck. Alors, il y a 3 enjeux, moi, que je voudrais mettre en avant. Il y a un enjeu, tout d'abord, qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui a des éléments de nouveauté dans certains visages, certaines formes que prend cet enjeu. C'est la mutation des formes du travail, des formes de l'activité, qui sont de plus en plus diversifiées et qui remettent en cause toute une série de schémas préétablis qui préexistaient auparavant. Alors vous me direz, c'est un constat qui est parfois un peu tarte à la crème, hein, qu'on formule aujourd'hui, qu'on a pu formuler il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Sauf que par-delà le constat, qui effectivement est tarte à la crème, la forme que prend ce constat, le visage que prend ce constat, lui n'est absolument pas tarte à la crème. Et lui est totalement nouveau dans un certain nombre de cas. Donc je vais y revenir. En deuxième temps, je pense, vous mentionnez la question des 35 heures et des retraites, que la question du temps d'activité, du temps de travail, du temps d'activité, je dirais, au fil de l'eau, c'est-à-dire le temps de travail quotidien, hebdomadaire, annuel, mais aussi tout au long de la vie, est une question, là aussi, assez récurrente, mais sur laquelle on n'est sans doute pas encore allé au bout des questions qu'on pouvait être amené à se poser. Ce n'est pas pour rien que cette question des 35 heures et des retraites, et à dessein, je lis les 2 questions, reviennent à nouveau dans le débat public. Et puis, enfin, je pense, et vous avez mentionné la tribune que j'ai faite pour les Échos il y a quelques jours, moi je crois beaucoup à la participation, je crois beaucoup au dialogue social, et je pense que c'est encore une question qui va être au centre des réflexions sur les voies et moyens de faire en sorte que le dialogue social, l'association de tous, je dirais, au partage de la valeur créée, puisse permettre d'apporter un certain nombre de réponses. Voilà, et les voies et moyens de le faire. Et j'y reviendrai. Voilà, 3 enjeux sur lesquels je vais m'arrêter successivement. Et puis, en conclusion, on évoquera peut-être effectivement, je vois qu'il est question de l'Europe et de l'influence de l'Europe sur nos sujets et sur les voies et moyens effectivement de donner de la substance, de donner corps à cette influence et de faire en sorte qu'elle soit positive, ce qui n'est pas toujours forcément le cas en ce moment, ça n'a pas été le cas dans le passé, mais il y a un certain nombre d'interrogations qui peuvent se poser. Alors, premier point, les mutations du travail. Alors, j'ai coutume de dire, et je vais le redire aujourd'hui, j'ai coutume de dire que le théâtre classique, vous savez, l'unité de temps, de lieu, d'action, hein, qu'on apprend à l'école quand on parle de Corneille et de Molière, hein, c'est quelque chose qui pouvait exister il y a quelques années en matière d'organisation du travail et qui n'est absolument plus du tout la règle depuis un certain temps. Unité de temps, on voit bien avec, je dirais, que la diversification des temps entre le temps de travail, le temps de repos, les temps d'astreinte, les temps de trajet, enfin, etc. On voit bien que cette unité de temps, elle est complètement battue en brèche. Unité d'action, la diversification des tâches et des formes d'activité montre qu'elle est battue en brèche, et unité de lieu, je passe très rapidement, puisque en soi, on voit bien que ce n'est largement plus le cas. Alors, face à ça, on a réussi, au cours des années, des 10, 20 dernières années, on a réussi à multiplier, et je crois qu'on a bien fait, à multiplier les cadres existants pour justement appréhender ces différentes formes d'activité. Et on a réussi à faire évoluer les cadres existants pour appréhender ces différentes formes d'activité.
Et donc, par-delà le CDI bien classique, le CDD bien classique, on a su créer toute une gamme de types d'activités adaptées à la recherche de positionnement de différents curseurs entre la recherche de sécurité, la recherche d'autonomie. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé pêle-mêle le CDI intérimaire, qui est un objet extrêmement intéressant, hein, qui permet justement de répondre à différents besoins. C'est comme ça qu'on a donné un cadre au portage salarial. C'est comme ça qu'on a donné un cadre aux coopératives d'activité et d'emploi. Et c'est comme ça qu'on est en train de donner un cadre, et on le fait, à mon avis, au bon rythme. Certains trouveront que c'est trop lent. Moi, je trouve que c'est bien de le faire prudemment, à pas compter, qu'on est en train de donner un cadre aux plateformes de travailleurs indépendants. Alors, je m'arrête quelques instants sur le sujet. Nulle part dans le monde, quand on tourne notre regard autour de nous, nulle part dans le monde, on a trouvé de solution magique à cette question du développement des plateformes de travailleurs indépendants. Les plateformes de travailleurs indépendants se sont développées parce qu'il y avait un besoin dans un certain nombre de secteurs. Au début, c'était le secteur des transports. Hein. Il y avait un besoin de répondre avec réactivité et à coût mesuré à des besoins en matière de déplacement, et en s'affranchissant le plus possible des contraintes qui pouvaient exister en matière de recours à des instruments classiques comme le salariat, par exemple. Ce qui a posé évidemment de redoutables problèmes de concurrence, avec les taxis en particulier, et qui a donné lieu dans un certain nombre de pays à des moyens plus ou moins stabilisés de réguler ces problèmes de concurrence et de réguler ces statuts. Le débat qui est devant nous sur les plateformes, c'est est-ce qu'on considère que les plateformes de travailleurs indépendants offrent une réponse intéressante en matière d'activité et d'emploi, notamment à un certain nombre de profils et de personnes qui, sans ce type de dispositif, n'auraient pas accès à une activité ou à un emploi, et que comme tel, c'est en soi un argument qui emporte tout le reste et qui permet de surmonter les difficultés liées à un risque de précarisation et un risque de créer une forme de nouveau, je ne vais pas utiliser le terme anglais, mais on parle de working poor, hein, de travailleurs pauvres. Ou alors est-ce qu'on considère que cette forme, je dirais, de dumping économique et social est insupportable et qu'il faut absolument, au contraire, mettre un coup d'arrêt à ce type d'activité et tirer tout ce monde vers le salariat? Alors, on voit bien qu'une fois que j'ai posé les termes du débat, les réponses un peu partout dans le monde sont de nature différente. Il y a ceux qui optent plutôt pour la première et ceux qui optent plutôt pour la seconde réponse. Et en France, on a choisi, et j'avais poussé en ce sens quand je conseillais Édouard Philippe, on a choisi une voie médiane qui me semble être la bonne voie, et je pense que l'un des enjeux des prochains mois, ça va être d'essayer sur ce sujet de trouver une voie médiane à la française qui permet tout à la fois de permettre aux plateformes de travailleurs indépendants de se développer, de répondre aux besoins qu'elles entendent satisfaire et d'offrir des solutions à un certain nombre, notamment de jeunes qui sont en quête d'activité et d'activité rémunératrice, tout en évitant une certaine forme de précarisation et en apportant un certain nombre de garanties. Vous direz, c'est bisounours, c'est formidable, hein, mais la difficulté en la matière, elle n'est pas si énorme que ça, elle consiste simplement à trouver le point d'équilibre. Et le bon niveau de calibrage, justement, pour permettre de satisfaire l'une et l'autre des exigences. Et la méthode qui a été utilisée, j'y reviendrai tout à l'heure quand j'évoquerai plus largement le dialogue social, c'est précisément celle du dialogue social. C'est celle qui consiste à donner la capacité aux acteurs d'organiser par eux-mêmes la recherche de ce point d'équilibre. Ce qui ne pouvait pas être le cas auparavant, puisqu'il n'y avait pas d'acteurs structurés, et il n'y avait pas de règles permettant de reconnaître la place, le rôle et la légitimité de ces acteurs. Et donc évidemment, vous aviez un conflit de légitimité entre les différentes parties prenantes. Quand vous ne reconnaissez pas votre alter ego pour discuter, c'est mal parti pour discuter. Donc la première étape, c'était évidemment d'organiser le cadre de la discussion, d'organiser la légitimité des acteurs pour permettre à ces acteurs, par eux-mêmes, de trouver la solution. Vous savez, j'avais eu
j'avais eu il y a quelque temps l'occasion d'essayer de tirer un bilan des quelques conditions qui permettaient à une réforme dans le champ social de fonctionner et d'être durable. Et l'une d'entre elles, qui me paraît essentielle, et on le voit bien d'ailleurs quand on regarde ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, c'est la légitimité ressentie. Alors, je dis bien, vous savez, c'est un peu comme la température. Quand vous sortez, on vous dit il y a la température et puis la température ressentie. Et là, c'est pareil. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur la légitimité intrinsèque de tel ou tel acteur ou de tel ou tel processus. En revanche, vous avez un regard de l'opinion publique, un regard des acteurs économiques et sociaux sur la légitimité de tel ou tel processus. Et dès lors que ce ressenti de légitimité fait défaut, c'est mal parti pour une réforme. Et vous n'allez pas arriver, dès lors que vous n'avez pas vous ne cochez pas la case, entre guillemets, de cette question de la légitimité, eh bien, vous aurez beaucoup de mal à mener à bout votre réforme. On l'a vu, je peux donner des exemples en négatif et en positif. En négatif, on l'a vu avec l'épisode malheureux du CNE et du CPE, qui avait été mis en musique un peu à la hussarde, sans vraie concertation, et qui a eu dès le début ce défaut de légitimité majeur. Et profondément rejeté. Et profondément rejeté, alors à la fois dans la rue, mais aussi par les acteurs de l'écosystème, et notamment de l'écosystème judiciaire, qui ont fini par avoir la peau, entre guillemets, du CNE et du CPE. Pour toutes ces raisons. On l'a vu avec d'autres dispositifs. Moi, quand je conseillais les différents ministres du Travail sous le quinquennat Sarkozy, il y a un dossier qui a été extrêmement compliqué à mener et qui a été chaotique. Ça a été à l'époque le dossier du travail du dimanche, précisément parce que faisait défaut cette question de la légitimité ressentie, parce qu'aucune solution, quelle qu'elle soit à l'époque, ne s'imposait véritablement dans le débat public. Vous aviez des clivages très forts entre Paris et la province, entre les grandes villes et les villes moyennes, au sein de la droite, au sein de la gauche, avec les considérations religieuses, etc., etc. Et donc, tous ces clivages faisaient que vous n'arriviez pas véritablement à avoir un dispositif qui, par sa légitimité puissante, emportait tout. Alors, la légitimité, on la gagne comment, entre guillemets? On la gagne, quand on enclenche une réforme, de deux manières. On la gagne soit parce qu'on a la puissance de la légitimité électorale qui donne à cette réforme en matière sociale, je dirais, un passeport formidable pour surmonter tous les obstacles qui se présentent à elle. Ça a été le cas des ordonnances du 22 septembre 2017. Il y a beau avoir eu des manifestations en la matière. Il y avait les ordonnances de réforme du Code du travail au début du quinquennat. C'était un point majeur des engagements électoraux du président de la République qui venait d'être élu. Et donc, cette légitimité électorale a tout emporté sur son passage et a permis de mener à bien la réforme. Et quand vous n'avez pas ça, c'est le dialogue social qui donne cette légitimité. C'est-à-dire, c'est le fait que la solution qui est mise sur la table est une solution que les acteurs ont su s'approprier et que les acteurs ont su bâtir et faire leur. Et donc, le seul moyen, si vous ne pouvez pas vous appuyer sur un autre type de légitimité, soit dit en passant, ce n'est pas d'ailleurs parce que vous avez une légitimité électorale que ça vous exonère aussi d'avoir une phase de concertation, une phase de dialogue social, bien évidemment, je n'oppose pas les deux. Mais si vous n'avez pas cette entrée en matière de légitimité électorale forte, eh bien, il faut en passer par le dialogue social. Et on le voit d'ailleurs dans un certain nombre de cas, les réformes les plus durables, celles qui sont toujours en vigueur pour une partie d'entre elles, sont pour beaucoup des réformes qui ont inclus en large part une phase de dialogue social. Pour prendre un exemple auquel j'ai contribué quand j'étais conseiller de Xavier Bertrand en 2008, c'est la création de la rupture conventionnelle. Quand nous avons créé en 2008 la rupture conventionnelle, c'était un accord collectif national interprofessionnel qui a créé la rupture conventionnelle après une saisie par les pouvoirs publics des partenaires sociaux et qui a été transposée dans la loi. Et donc, pour en revenir à la question des mutations du travail, je suis intimement persuadé qu'on arrivera à apporter une réponse
à cette diversification des formes d'activité et notamment à la question des plateformes de travailleurs indépendants par le dialogue social. Alors, ça peut aller même bien au-delà de la question des plateformes de travailleurs indépendants. Parce que les plateformes de travailleurs indépendants, c'est une des formes du travail indépendant. Mais on voit bien qu'on a quantité d'autres questions, notamment dans la relation donneur d'ordre sous-traitant, notamment dans la question des auto-entrepreneurs. Et la crise sanitaire que nous traversons malheureusement encore a montré qu'il y avait un besoin également de la part des travailleurs indépendants d'organisation d'un certain nombre de garanties. On a vu avec le fonds de solidarité qui a été mis en place pendant la crise sanitaire en direction des indépendants qu'il y avait un vrai besoin. On l'a vu malheureusement, et c'est un de mes regrets, si vous me demandez, parfois on me pose la question, on me dit dans les 3 années que vous avez passées à Matignon, quel est, si vous avez un regret, si vous avez un sujet sur lequel vous pensez que malheureusement vous n'êtes pas allé au bout, eh bien mon regret, c'est précisément la réforme de l'assurance chômage des indépendants, qui a été un échec, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qui, à l'arrivée, n'a concerné que quelques centaines de bénéficiaires, alors que étaient visés plutôt plusieurs dizaines de milliers. Et donc, cet échec doit nous conduire à repenser le socle de garantie pour l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut, et notamment les travailleurs indépendants. Et le dialogue social est une bonne méthode, à mon avis, pour avancer sur ce sujet. Le dossier des plateformes de travailleurs indépendants étant un bon, je dirais une bonne entrée en matière pour essayer de voir comment on va réussir à construire quelque chose, réussir à construire des éléments de statut. Voilà. Il faut être assez pragmatique sur le sujet. Pourquoi il faut être assez pragmatique? Parce que j'entends parfois, je lis parfois des choses très tranchées sur le thème, surtout pas de troisième statut, ça ne marche pas à l'étranger, il ne faut pas de troisième statut. Bon, ok, why not, pas de troisième statut. Mais j'ai envie de dire, quand j'entends ça, il faut quoi alors? Il faut tout salarié ou il faut faire en sorte que les indépendants restent indépendants, mais il y aura quand même toujours des coups de boutoir du juge de la jurisprudence pour les requalifier en salariés. Et ce n'est pas à coup de grandes phrases dans la loi, on l'a bien vu, qu'on arrivera à résister contre ces coups de boutoir. Il faut donc bien bâtir quelque chose qui, tout en garantissant les aspects d'autonomie auxquels ces acteurs sont attachés et qui sont l'apanage du travail indépendant, pioche au sein du statut de salarié un certain nombre de garanties voilà, qui pourront s'appliquer. Et donc, moi, je veux bien qu'on ne parle pas de troisième statut. J'avais d'ailleurs taquiné Yves Frouin, qui avait fait un rapport très intéressant d'ailleurs sur le sujet, où il proposait de s'inspirer du mécanisme du portage salarial et où dans le même rapport, il disait qu'il ne fallait pas de troisième statut. Je dis, bon, ok, on s'inspire du statut du portage salarial, qui est un troisième statut, mais on ne crée pas de troisième statut. Ok, on ne crée pas de troisième. Bon, on peut faire comme Monsieur Jourdain, faire de la prose sans le savoir et sans le dire. Moi, ça me va bien. Il faut être pragmatique. Donc, soyons pragmatiques et trouvons une réponse adaptée à cette question. Et encore une fois, le meilleur vecteur pour le faire, c'est le dialogue social. Alors, forme du travail, c'est le cadre juridique de ces différentes formes, mais c'est aussi le télétravail. Le télétravail qui a quand même été multiplié, dont la place je dirais dans la société et la place dans le monde professionnel a été multipliée par 4 au tout début de la crise sanitaire. On avait une proportion de télétravailleurs qui était de l'ordre de 7% à peu près, qui nous plaçait d'ailleurs pas super bien en Europe par rapport à nos voisins européens. Et au début de la crise sanitaire, on est passé à quasiment 30%. On a multiplié par 4 en quelques jours, vraiment en quelques jours, la proportion des télétravailleurs. Le télétravail, il a connu successivement 3 visages, avec les différents avatars qu'a connu la crise sanitaire. Le premier visage qu'a connu le télétravail, c'est le télétravail comme alternative pure et simple à l'inactivité. Donc c'est le télétravail de crise, mais de crise intense. C'est le télétravail du mois de mars 2020. Mois de mars 2020, confinement,
et d'un coup d'un seul, arrêt de toute une série d'activités avec, et il faut encore s'en féliciter tous les jours, mise en place d'un système d'activité partielle parmi les plus généreux d'Europe, et on a eu raison de faire ça parce que ça a permis de sauver massivement des emplois, et avec possibilité, grâce du reste à ce qui avait été écrit dans les ordonnances que j'évoquais tout à l'heure, les ordonnances du 22 septembre 2017, possibilité dans ce cadre spécifique d'imposer la mise en place du télétravail, hein, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord individuel du salarié. C'était dans les ordonnances de septembre 2017 que ça a été rendu possible. Et donc, d'un coup d'un seul, multiplication énorme par 4 donc de la proportion des télétravailleurs. Et à cette époque, on était dans du télétravail total. C'est-à-dire, on n'était pas, comme c'est le cas aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, dans un mix entre du télétravail et du présentiel. On était, c'était, si vous me permettez l'expression, c'était c'est ça ou rien, quoi. Hein, c'était le début de la crise. Et si on était en télétravail, si on avait la chance, dans un certain nombre de cas, d'être en télétravail, eh bien, ça permettait de ne pas être en activité partielle. Et donc, c'était vraiment, cette première phase de télétravail a été une alternative pure et simple à l'inactivité. Donc, cette alternative pure et simple à l'inactivité, c'était du télétravail total, c'était du télétravail imposé, et c'était du télétravail organisé dans l'urgence, c'est-à-dire qui n'a pas vraiment été anticipé de la part des acteurs dans ces différents modes d'organisation, et très très vite qui s'est organisé pour éviter d'être en activité partielle. Et puis petit à petit, avec les différents visages qu'a connu la crise sanitaire, avec le fait qu'on a un petit peu desserré les taux du confinement, qu'on a organisé la prévention des risques professionnels et puis la prévention contre le Covid de manière beaucoup plus, entre guillemets, industrialisée, et avec un vecteur qui était le vecteur privilégié dans le domaine social, qui étaient les fameux protocoles sanitaires. Hein. On a eu tout un débat, rappelez-vous, autour de la soft law, autour du droit mou, est-ce que les protocoles sanitaires peuvent s'imposer, pas s'imposer, etc. Et on est arrivé à une deuxième phase, un deuxième visage du télétravail, qui était le télétravail mode de prévention des risques professionnels. Et donc là, le télétravail mode de prévention des risques professionnels, c'était plus le télétravail comme alternative sans zéro à l'inactivité, c'était une des formes de l'organisation de la prévention. Et donc, on voit bien que là, on avait à faire une pesée entre la nécessité de mettre en place du télétravail pour éviter les contacts, mais en même temps, pas trop de télétravail par rapport au risque d'isolement, par rapport à toute une série de choses qui ont été mises en avant d'ailleurs par un accord des partenaires sociaux. Et donc, on voit bien qu'un des enjeux de la campagne, et je reviens à la campagne, un des enjeux de la campagne qui s'annonce, c'est comment est-ce qu'on va basculer dans une phase plus durable, dans un troisième visage du télétravail, qui va être le télétravail d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire comment, après qu'on ait connu le télétravail imposé, brutal et heureux quand même, parce qu'alternative à l'inactivité, ou le télétravail mesure de prévention des risques professionnels pour éviter les contacts, eh bien, on arrive dans un troisième visage du télétravail, c'est le télétravail choisi par les acteurs, mode d'organisation du travail qui permet d'optimiser la réponse aux différentes contraintes des uns et des autres. C'est quoi les différentes contraintes des uns et des autres? Et celles qui vont être au centre de la campagne. C'est, alors du côté de l'entreprise, c'est l'optimisation de ses coûts et l'optimisation de ses mètres carrés, notamment. Et du côté des salariés, on voit déjà des acteurs qui ont revendu et on voit leurs locaux, des acteurs qui ont revendu leurs locaux. Et du côté des salariés et du côté de la société, on voit bien qu'il y a des questions d'aménagement du territoire qui viennent sur la table, parce qu'on voit bien que via la possibilité d'avoir plusieurs jours de télétravail, il y a à la clé des déménagements, il y a à la clé des redynamisations de villes moyennes qui étaient un peu sur le déclin et qui voient une manne formidable à cette question. Il y a le débat sur les tiers-lieux, qui est un sujet extraordinaire. C'est mon ami Patrick Lévivette qui préside France Tiers-Lieux et qui a poussé, qui a rendu plusieurs rapports au gouvernement pour essayer de pousser au développement de ces tiers-lieux. On avait proposé, d'ailleurs, avec lui, j'avais co-signé une tribune dans le JDD il y a quelques temps pour proposer un ticket tiers-lieu qui pourrait être une idée. Redonner un peu une idée de ce qu'est le. Alors, le tiers-lieu, c'est un endroit
qui n'est pas les locaux de l'entreprise et qui n'est pas le domicile du salarié, qui est un lieu un peu polyvalent, hein, un peu dans lequel voilà, les personnes qui font du télétravail vont aller en dehors de leur domicile, donc s'installer pour travailler. Voilà. Et donc, on peut avoir des tiers-lieux dans des villes moyennes notamment, ou dans des villes un peu éloignées, qui sont un peu comme le café du village, vous voyez, c'est-à-dire des lieux de socialisation, des lieux où on va recréer une forme de collectif de travail, mais avec plusieurs télétravailleurs d'entreprises différentes qui vont se retrouver dans ce tiers-lieu et qui vont échanger, qui vont… Une dynamique, une émulation. Une forme de dynamique et d'émulation. Alors, c'est quelque chose… L'esprit des startups délocalisées. Exactement. Alors, c'est quelque chose, on voit pas loin d'ici, là, on est rue de Berry vers les Champs-Élysées, pas loin d'ici, vous avez WeWork, par exemple, hein, qui est une forme de tiers-lieu. Hein. Alors, à ne pas confondre avec les locaux d'entreprises privatisés, parce que si vous allez, par exemple, à WeWork, monter les étages, parfois on vous dit, ah, ben, l'étage numéro 2 ou 3, je ne sais plus, enfin X, c'est que l'entreprise Intel. C'est différent. Là, on est dans des locaux de l'entreprise qui a organisé elle-même une forme d'activité loin de son siège pour un certain nombre de salariés. Et on n'est pas dans du tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est plusieurs entreprises, plusieurs salariés d'entreprises qui se retrouvent sans que ces locaux aient été privatisés par une seule entreprise pour faire du télétravail. Et donc, il y a une forme de socialisation. Et on voit bien que l'enjeu pour la prochaine campagne présidentielle, il est multiple parce qu'il est aménagement du territoire. Comment est-ce qu'on optimise avec ce développement d'un nouveau télétravail cette question des tiers-lieux? Comment on fait le lien avec les tiers-lieux? Est-ce qu'on organise des incitations financières? Donc le ticket tiers-lieu, le titre, il y a une proposition de loi qui est en cours d'examen, alors qui est plus large, hein, c'est la proposition qui est faite, c'est un titre télétravail pour payer tout un tas de dépenses liées au télétravail. Et donc, ça peut être la cotisation au tiers-lieu, mais ça peut être aussi d'autres types de dépenses. Donc, quelle est la place de ces tiers-lieux? Est-ce qu'il faut multiplier ces tiers-lieux? Est-ce qu'ils ont vocation à faire autre chose? Parce que, évidemment, on peut surfer aussi sur la vague, hein, et essayer d'aller encore plus loin sur ce sujet. Et puis, la question de l'équilibre, évidemment, vie professionnelle, vie personnelle. Vous avez des questions redoutables. Moi, une remarque récurrente que me font nombre de DRH sur le sujet, c'est l'effet qui se coule du remboursement de l'abonnement transport à 50%. Nous avons en 2008, à l'époque j'étais conseiller du ministre du Travail à l'époque, et nous avons élargi en 2008 l'obligation de remboursement à 50% de l'abonnement transport qui avant 2008 n'était applicable qu'en région parisienne. Et donc à l'époque, la loi a élargi cette obligation France entière. Et à l'époque, nous étions loin de nous imaginer que cette règle allait trouver une application totalement nouvelle dans le contexte de télétravail. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le contexte de télétravail? Est-ce que pointent beaucoup de DRH, alors souvent pour le regretter et pour essayer de s'alarmer et de trouver une solution à la difficulté, c'est de dire, moi j'ai mon salarié qui est en télétravail, qui a déménagé et qui vient me voir, qui me dit, bah, maintenant j'habite à l'autre bout de la France, et donc vous allez prendre en charge la moitié de mon abonnement de transport SNCF pour le coup, qui coûte très cher forcément puisque c'est à l'autre bout de la France. Voilà. Et donc effectivement sur le papier, l'employeur est tenu de prendre en charge cet abonnement, sauf que la réponse que peut faire l'employeur, c'est bah, écoutez, puisque c'est ça, pas de télétravail, puisque moi, si le télétravail implique que je prenne en charge, pas de télétravail. Donc on voit bien que là aussi, on n'est pas au bout de la logique, on n'est pas au bout du système, et que il y a une forme de déséquilibre, hein, et qu'il faudra retrouver un équilibre sur cette question. Alors, il faudra retrouver aussi un équilibre sur les questions de temps de travail en matière de télétravail, parce qu'on voit bien que quand on est en télétravail, le rapport au temps de travail n'est pas du tout de même nature que quand on est au bureau. Bruno Mettling, il y a quelques années, avait rendu un rapport, je crois que c'était pour Myriam El Khomri, sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, où il proposait des questions de fractionnement du repos quotidien, ce que la directive européenne que j'évoquerai tout à l'heure le permettrait. Hein. Donc, il y a sans doute un certain nombre d'adaptations. On peut formuler une proposition, tiens, moi que je pose dans le débat. Pourquoi est-ce que
les périodes en télétravail ne pourraient pas voir s'appliquer un système de type forfait jour, de type décompte en jour, qui serait beaucoup plus adapté pour des périodes en télétravail que le système horaire qui atteint ses limites. Bon, vous voilà l'introduction. Ouais. Je voudrais vous, parce que le temps court, et je voudrais qu'on puisse vous avoir aussi un peu votre sentiment sur les 35 heures. Oui, alors voilà, ça fait le lien, justement, de la présidentielle, parce qu'on voit qu'il y a des positions très différentes sur l'échiquier. Certains, chez la France Insoumise ou le Parti communiste, se faisant des apôtres des 32 heures. Un autre candidat n'étant pas hostile au retour des 39 heures pour libérer le travail. Quel est votre sentiment et quelle vous semble être la juste voie par rapport aux 35 heures je pense qui sont percutées aussi par toutes ces évolutions que vous avez soulignées préalablement. Je pense qu'on n'est pas au bout du débat et des évolutions, pour dire les choses telles qu'elles sont, sur le temps de travail, et que la crise sanitaire a là aussi permis de remettre ces questions au centre du débat. Pourquoi ? La crise sanitaire a permis d'utiliser massivement un dispositif qui a permis de sauver des millions d'emplois, c'est l'activité partielle. Et donc, on a réussi, durant la crise sanitaire, en utilisant massivement l'activité partielle, à avoir une souplesse énorme, à la baisse en l'occurrence, pendant la crise sanitaire, du temps de travail pour permettre d'éviter des licenciements. Mais à la baisse, avec un système spécifique de maintien de la rémunération, de compensation par l'État de la rémunération, mais ça avait été un des enseignements de la crise de 2009. La crise de 2009, l'un des enseignements, ça avait été que nos voisins allemands avaient très bien résisté à la crise parce que précisément, ils avaient cette souplesse à la baisse comme à la hausse des curseurs temps de travail et rémunération. Et comme ils avaient eu cette souplesse à la baisse en plein cœur de la crise, ils avaient pu éviter des licenciements. Et donc, cet enseignement a été répercuté, a été entendu avec la mise en place de la mécanique d'activité partielle. Et avec cette mise en place de la mécanique d'activité partielle et avec ce qui va avec, les APLD, l'activité partielle de longue durée, on a vu également que le nombre d'accords de performance collective, c'est-à-dire des accords qui ont été organisés là aussi par les ordonnances de septembre 2017, et j'avais beaucoup poussé en ce sens parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et qui permettent de réaliser des compromis sur le positionnement des curseurs, temps de travail, rémunération, pour justement permettre à l'entreprise de se développer dans les meilleures conditions et sans être entravée juridiquement par les problématiques de modification du contrat de travail, pour dire les choses telles qu'elles sont, eh bien, il y a eu aussi un certain nombre d'accords de performance collective qui ont été signés de manière plus nombreuse. Et donc, notamment dans le secteur aérien qui a été… Et notamment dans le secteur aérien. Et donc, on voit bien que cette problématique du temps de travail, elle a été l'une des problématiques avec les mutations du travail que j'ai évoquées il y a quelques instants. Elle a été une autre des problématiques centrales qui s'est affirmée pendant la crise sanitaire. Et donc, cette problématique du temps de travail, elle va revenir sur la table. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas allé au bout d'une question qui est la question suivante. Quand on regarde la durée du travail des salariés français à temps plein, on constate, et ça toutes les études le montrent de longue date, que notre durée annuelle du travail des salariés à temps plein est l'une des plus faibles d'Europe. Vous corroborez les propos du président Macron. Et je corrobore effectivement les propos du président de la République en la matière. Mais il n'est pas le seul à le dire, il y a d'autres acteurs qui le disent, et effectivement, alors je précise bien, je parle de la durée annuelle, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut comparer la durée annuelle, parce que vous pouvez avoir les JRTT, les congés, et donc si vous avez par exemple une durée hebdomadaire de 39 heures, mais qu'à côté de ça, vous avez un nombre important de JRTT, ça va relativiser le constat qui est fait. Et puis, vous pouvez avoir également le nombre de congés payés, le nombre de jours fériés, donc c'est la durée annuelle. Et puis, je parle des salariés à temps plein, parce que le débat autour de la place du temps partiel et de la proportion des salariés à temps partiel, avec plein de, je dirais, de considérations qui peuvent faire qu'on a peu ou beaucoup de temps partiel choisi, temps partiel subi, c'est un autre débat à mon avis. Donc, on a un sujet en France avec la durée annuelle du travail des salariés à temps plein, qui est l'une des plus faibles d'Europe. Et soit dit en passant, quand on regarde de notre côté la durée annuelle du travail des travailleurs indépendants,
on a à l'inverse une des durées les plus élevées d'Europe. Donc on a aussi un problème dans notre pays si attaché à l'égalité. On a aussi un risque, je dirais, de tension, de dichotomie et de tension très forte. D'où la question que j'évoquais tout à l'heure des garanties pour les travailleurs indépendants et du statut des travailleurs indépendants, parce que à la faveur de cette comparaison, on a à nouveau ce risque de distorsion et d'inégalité très forte qu'il faut traiter. Bon. Donc, on a un problème de durée annuelle du travail qui est faible et qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne, parce que ça veut dire quoi, durée annuelle travail très faible? Ça veut dire ça a un impact sur la relation au travail, à la valeur travail, ça a un impact, certes, sur la productivité, puisqu'on a une bonne productivité mécaniquement, mais ça a un impact aussi sur la croissance et sur la production. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me range plutôt du côté de ceux qui considèrent qu'on doit travailler plus et on doit faire en sorte que sur l'année, d'une part, et tout au long de la vie, d'autre part, on travaille plus parce que c'est en travaillant plus qu'on créera plus de richesses et qu'on apportera un certain nombre de solutions aux problèmes qui sont devant nous. Et donc, ça pose évidemment la question des 35 heures, à nouveau, et ça pose également la question de la réforme des retraites, qui, pour répondre à la question, l'une des questions qui est posée, à savoir est-elle inéluctable? Oui, je pense que la réforme des retraites, très clairement, est inéluctable, parce que les déséquilibres auxquels nous allons faire face, liés à la démographie et liés, je dirais, au décalage entre ceux qui cotisent et ceux qui perçoivent, font que si on ne veut pas réduire le niveau des retraites, si on ne veut pas non plus augmenter les cotisations qui pèsent sur les entreprises et les actifs, eh bien, c'est mécanique. Le seul curseur sur lequel il faudra agir, c'est le curseur de l'âge de départ en retraite, de la durée de cotisation et de la dire schématiquement, je ne sais plus qui disait ça l'autre jour, quand on est à droite, on dit c'est l'âge, quand on est à gauche, on dit c'est la durée. Mais bon, c'est un peu sans doute des deux. Avec l'enjeu aussi, Franck, que si on veut reculer l'âge de départ en retraite, il va falloir aussi sans doute changer le regard sur l'emploi des seniors. Parce que je vais en dire deux mots. Que ce soit Pôle emploi qui se substitue absolument aux pensions de retraite, ça va poser un problème. Alors, je vais en dire deux mots. Effectivement, on aura, vous avez complètement raison, on ne pourra pas faire l'économie dès lors qu'on entrera dans un processus de réforme des retraites, je dirais, d'une réflexion approfondie et d'évolution, de réforme, d'évolution sur la question de l'emploi des seniors. Alors, il faut quand même noter une chose, c'est qu'en matière d'emploi des seniors, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais il y a eu du chemin à faire. Le taux d'emploi des seniors, il a pris 15 points en plus en 15 ans. Et l'augmentation de l'âge de la retraite via notamment la réforme de 2010 a eu un impact positif sur le taux d'emploi des seniors, qui s'est amélioré dans les années qui ont suivi. Parce qu'évidemment, si vous augmentez l'âge de départ à la retraite, mécaniquement, vous changez l'organisation de l'écosystème et vous augmentez au fil de l'eau le taux d'emploi des seniors. Alors, ça ne veut pas dire que la situation est parfaitement rose, parce qu'il y a quand même la caractéristique de l'emploi des seniors, c'est le fait que ceux qui ne sont pas en emploi ont de grandes difficultés à revenir à l'emploi. Donc, la vraie problématique, c'est celle du maintien en emploi des seniors. Parce que je crois que dans ceux qui font valoir leur droit à la retraite, si ma mémoire ne fait pas défaut, au moment où ils font valoir leur droit à la retraite, c'est à peu près 50% qui sont inactifs. Oui, c'est ça. Oui, vous avez encore effectivement un vrai sujet, une problématique de maintien en emploi des seniors qui est particulièrement importante. C'est-à-dire, en fait, il faut éviter que le senior sorte du marché du travail, parce qu'après, une fois qu'il en est sorti, c'est très compliqué pour lui d'y revenir. Donc, c'est toutes les réflexions qui ont été menées sur le maintien en emploi des seniors. Alors, j'ai coutume de dire qu'en matière d'emploi des seniors, on pourrait malheureusement ouvrir une bibliothèque avec les rapports, les écrits qui ont été faits au cours des 10-20 dernières années. Et en matière d'emploi des seniors, vous savez, je crois que c'est François Mitterrand qui disait il y a quelques années qu'en matière de chômage, on avait tout essayé. Et en matière d'emploi des seniors, force est de constater qu'on a essayé pas mal de choses et que le cimetière des fausses bonnes idées est très nourri, est très rempli. Il y a plein de choses qui ont été essayées et qui n'ont pas marché. Pêle-mêle, le CDD senior. Quand j'entends parfois, il faudrait faire un CDD que pour les seniors, très bonne idée, ça a déjà été essayé, ça a été un flop retentissant. Il y a eu à peine quelques centaines de CDD seniors qui ont été signés. Dans ce cas-là, il faudrait permettre à une entreprise qui fait partir quelqu'un d'âgé d'embaucher un jeune. Ah oui, très bonne idée.
Ça s'appelle le contrat de génération. Ça a été un flop retentissant. C'était l'idée majeure du candidat François Hollande au début de son quinquennat. Il y a eu très peu de contrats de génération, ça n'a pas marché du tout. Ah ben dans ce cas-là, il faudrait taxer les ruptures de contrats de travail de seniors. Très bonne idée, ça s'appelle la contribution de Lalande. Ça a été, il y a quelques années, ça a été un flop retentissant, ça a été un frein majeur en matière d'emploi des seniors. Et c'est même cité comme contre-exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc voilà 3 exemples de choses qui ne marchent pas. Et à contrario, l'activité de Valtus et le management de transition, avec une moyenne d'âge à 54 ans des managers de transition, montre que beaucoup d'entreprises qui se délestent de leurs seniors, finalement, font appel au service du management de transition en mettant, alors sur une population effectivement très ciblée, et remettant et permettant à des gens qui ont 54 ans de moyenne d'âge de relever des défis. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trouver une solution à la question de l'emploi des seniors, on n'aura pas une seule formule magique. On aura une addition de plusieurs mesures, de plusieurs modes d'organisation qui vont permettre de gérer les fins de carrière en réalité des seniors. Alors, ça passe évidemment, et ça rejoint d'ailleurs la problématique de la mutation des formes d'activité que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça passe évidemment par le fait d'avoir des cadres d'organisation de l'activité qui soient adaptés, et qui soient suffisamment souples et suffisamment bien organisés pour répondre à ces besoins très spécifiques. Ça passe par la possibilité d'organiser en douceur les transitions entre activité et inactivité. Et par exemple, on va enfin pouvoir avoir accès pour les seniors à la retraite progressive pour les cadres en forfait jour, ce qui n'était pas le cas. Vous savez, il y a eu une censure du Conseil constitutionnel il n'y a pas si longtemps que ça, parce que les cadres en forfait jour n'avaient pas accès à la retraite progressive. Mais ça peut être aussi la possibilité d'offrir un cadre juridique permettant d'organiser les fins de carrière, ce qui était l'une des propositions du rapport du dernier rapport en date, dans la bibliothèque que j'évoquais tout à l'heure, rapport de Sophie Bellon, d'Olivier Mériot et de Jean-Manuel Soussan, qui avait été rendu au Premier ministre il y a quelques années, et qui préconisait effectivement d'avoir un cadre spécifique pour organiser les fins de carrière des seniors. Donc oui, effectivement, la question de l'emploi des seniors sera une question centrale, et il faudra trouver des solutions adaptées qui ne seront pas des formules magiques, qui ne seront pas, mais des solutions adaptées pour permettre la remise en emploi, le maintien en emploi et la remise en emploi des seniors. Alors, la retraite, effectivement, donc la question de l'âge ou de la durée de cotisation, ou un peu des deux, effectivement, alors avec différentes gammes, 64, 65, 66, 67, entre les différents candidats avérés ou les différentes personnes qui se sont prononcées, il y a différentes prises de position en la matière. La question sans doute de la pénibilité qui reviendra sur le devant de la scène avec le débat récurrent qui avait été très puissant, qui est très clivant aussi entre droite et gauche, entre les critères médicalisés ou les critères d'exposition. On avait réussi au début du quinquennat qui est en train de s'achever à trouver une solution d'équilibre pour éviter les critères d'exposition lorsqu'ils étaient ingérables et impossibles à mesurer de la part des entreprises, et remettre sur la table des critères médicalisés dans un certain nombre de cas. Donc il faudra sans doute, à mon avis, moi je suis plutôt partisan, ça ne vous surprendra pas, je suis plutôt partisan des critères médicalisés qui me semblent plus aisés à gérer. Moins usine à gaz. Moins usine à gaz, voilà. Donc, est-ce qu'il faudra aller plus loin sur ces critères médicalisés et desserrer dans un certain nombre de cas l'étau? Pourquoi pas? Effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra regarder, mais on voit bien que cette question va se poser. Et puis sur les 35 heures, enfin, sur la durée du travail en tant que telle, va venir sur la table la question de comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour donner encore plus de souplesse en la matière et répondre aux besoins des entreprises. Et le dernier curseur qui reste sur la table, ce n'est pas du tout celui de l'organisation du temps de travail, sur lequel il y a eu beaucoup d'éléments de souplesse qui ont été donnés au fil des années, depuis 10 ans, depuis 15 ans. C'est plutôt celui du quantum, c'est plutôt celui des voies et moyens d'augmenter la quantité de travail. Et donc, la dernière chose qui ne peut pas être négociée aujourd'hui, c'est la question du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. On ne peut pas négocier, on peut l'annualiser, mais on ne peut pas négocier le quantum. C'est-à-dire, on ne peut pas l'élever. Donc, c'est peut-être ce sujet qu'il faudra mettre sur la table, sur cette possibilité de négocier ce quantum, ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Alors,
il y a un autre sujet que je voudrais évoquer, parce qu'effectivement, on parle des métiers de demain, on parle des solutions pour réduire le chômage des jeunes, c'est la question de la formation professionnelle. Et le chômage des jeunes, parce que moi j'avais relevé un chiffre là, on a un taux de chômage au plus bas depuis 2008 donc à 7,6 pour les troisième et quatrième trimestres, et à contrario, un chômage des jeunes qui est à 18% quand il est moitié moins élevé aux Pays-Bas et en Allemagne autour de 7%. Donc, effectivement. Et puis on voit bien effectivement qu'on a un taux d'activité pour la tranche d'âge centrale qui s'améliore et qui n'a jamais été aussi bon. Et qu'il est bénéficiaire de la reprise. Exactement, mais qu'en revanche, aux deux extrémités de la pyramide des âges, donc on a évoqué les seniors, mais on peut évoquer aussi les jeunes, effectivement, on a une difficulté. On a aussi une difficulté chômage de longue durée, c'est-à-dire les chômeurs de plus de 2 ans. Si le reste des chômeurs, le nombre des chômeurs pour les autres catégories baisse, en revanche, les chômeurs de longue durée voient leur nombre augmenter de plus de 2 ans et encore plus de plus de 3 ans. Et ça, c'est préoccupant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rotation pour un certain type de population, de rotation du marché du travail. Alors, sur le chômage des jeunes et sur la question des métiers, l'une des réponses, c'est évidemment la question de la formation professionnelle. Parce qu'évidemment, on peut avoir des primes à l'embauche, c'est ce qui s'est passé pendant la crise et c'était nécessaire pendant la crise. Mais est-ce que la prime à l'embauche, c'est une solution miracle et durable par rapport à la problématique du chômage des jeunes? C'est loin d'être certain. Alors, il y a une réponse qui a été adoptée avec la réforme de 2018 et qui a bien fonctionné, mais qui peut atteindre un peu ses limites, c'est la question de l'alternance. L'apprentissage qui s'est massivement développé, on atteint 560 000 apprentis, chiffre jamais atteint auparavant, et la réforme de 2018 a fait quelque chose qui est d'organiser l'apprentissage d'une manière nouvelle en donnant intérêt aux acteurs à faire plus d'apprentissage, c'est-à-dire en rompant avec une organisation malthusienne du système de formation professionnelle et d'apprentissage pour aller vers une organisation qui organise le financement de l'apprentissage en favorisant la croissance de l'apprentissage. C'est le système du financement au contrat, c'est-à-dire plus vous avez de contrats, plus vous avez de financement. Donc vous avez intérêt à faire plus d'apprentis. Et donc évidemment, ça a donné lieu à un boom sans précédent de l'apprentissage. Sauf que quand on creuse un petit peu le constat, on se rend compte que le boom, d'une part, il est un petit peu contrecarré par un effet vase communicant avec les contrats de professionnalisation, qui est un autre type de contrat d'alternance, qui eux sont plutôt en baisse, et d'autre part, il concerne essentiellement les formations dans le supérieur. Ce qui est très bien, ce qui est une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'on a toujours quand même un problème pour l'apprentissage dans les plus bas niveaux de qualification. Et en matière de chômage des jeunes, c'est sans doute aussi un motif de préoccupation. Et c'est pour ça, du reste, qu'il y a des instruments du type garantie jeune, effectivement, qui ont été mis en avant. Avec une ambition plus faible. Avec une ambition plus faible, effectivement, mais que ça va être un motif de préoccupation, c'est comment est-ce qu'on apporte une réponse spécifique à ce segment particulier qui sont les jeunes les moins qualifiés, pour effectivement, puisque les jeunes les plus qualifiés, on a la réponse apprentissage, qui est une réponse intéressante, pertinente, qui fonctionne bien, mais je fais le pari que le déterminant financier n'est pas forcément le déterminant le plus essentiel en la matière, et donc je fais le pari que va se poser la question sans doute d'une réallocation des moyens vers les jeunes les moins qualifiés pour lesquels la sensibilité aux déterminants financiers est sans doute plus forte et pour lesquels il y a un vrai sujet qui se pose avec encore plus d'acuité et sur lequel il faudra mettre le paquet. Ça m'amène d'une manière plus générale à poser la question de la formation professionnelle parce qu'on le voit avec les métiers en tension, les besoins de recrutement qui n'ont jamais été aussi forts. Dans l'industrie notamment. Dans l'industrie notamment. Alors, c'est toujours très difficile de quantifier. Il y a des chiffres qui circulent, 200 000, 300 000, etc. Personne ne sait en réalité. Ce qui est certain, c'est que par-delà les chiffres, c'est qu'il y a des vrais besoins de recrutement, des vraies difficultés à trouver le bon profil et à trouver les bonnes personnes. Et qu'à la clé, la formation, certes, n'est pas la seule réponse, mais est une des réponses essentielles pour permettre d'adapter les compétences par rapport aux besoins de compétences. Alors, il y a eu une réforme en 2018, il y a eu une réforme tous les 5 ans au cours des 20 dernières années,
et je vous prends le pari aujourd'hui, on pourra en parler, je vous prends le pari qu'il y aura à nouveau une réforme de la formation professionnelle durant le prochain quinquennat. Pourquoi? Parce qu'on est... Si vous êtes aux affaires, c'est ce que vous nous annoncez, c'est ça? Je pense que ça sera le cas de toute manière. Ça sera le cas parce que les questions qui se sont posées lors des précédentes réformes continuent à se poser. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique, ce qui n'est pas si évident que ça, faut le dire avec beaucoup d'humilité. Il n'y a pas, là encore, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de grand soir de la formation professionnelle. Et ceux qui vous disent il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, s'ils étaient face au mur, je ne suis pas certain que le Yaka Faucon serait si évident que ça, parce qu'évidemment, vous avez une pluralité d'acteurs, vous avez une pluralité de besoins, vous avez une pluralité de circuits financiers, tout le monde s'accorde à dire que c'est très compliqué, et ceux qui vous disent il n'y a qu'à foncer dans le tas et il n'y a qu'à zapper complètement tel acteur seront les premiers ensuite à regretter la brutalité de telle ou telle méthode et l'impact extrêmement négatif qu'aurait telle ou telle méthode. Donc évidemment, les choses ne sont pas si évidentes et ne sont pas si simples que ça. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on est fichu et qu'il n'y a plus qu'à rentrer chez nous? Non, bien évidemment. Il faut continuer à aller dans un certain nombre de directions en matière de formation professionnelle pour permettre à ceux qui ont le moins accès à la formation professionnelle d'y avoir beaucoup plus accès que ce n'est le cas, pour permettre d'orienter les moyens de la formation professionnelle vers les besoins de l'économie et vers les besoins des métiers de demain et des métiers qui recrutent, ce qui est encore insuffisamment le cas. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir se poser deux types de questions. La première question qu'il va falloir se poser, c'est la question de l'allocation des moyens. On a aujourd'hui un acteur qui est France Compétences, qui est l'acteur effectivement qui organise la péréquation des moyens de la formation professionnelle dans un certain nombre de cas, la ventilation des moyens, qui est en déficit de 4 milliards. On voit bien que la réforme est un peu, pour une part, victime de son succès, c'est-à-dire que la pente de l'alternance est une pente inflationniste, la pente de l'usage du CPF est une pente inflationniste, et que ces besoins en matière de formation professionnelle qui sont financés par des ressources assises sur la masse salariale croissent à un rythme plus élevé que la masse salariale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'inéluctablement, eh bien, vous allez avoir un problème d'allocation des moyens. Si vous choisissez, et il faut faire ce choix évidemment, de ne pas augmenter les cotisations pesant sur les acteurs, ben, ça veut dire que soit vous allez mettre l'État à contribution, ce qui pourra être le cas en partie, mais ça ne suffira pas parce que l'État lui-même est en déficit et l'État a besoin de se réformer, soit vous allez devoir mieux allouer les moyens, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'enveloppe existante, vous allez réorienter un certain nombre de financements vers les endroits où les besoins sont les plus cruciaux. Et donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, en matière d'apprentissage. Je disais qu'il y avait un besoin surtout de flécher un certain nombre de financements vers les plus bas niveaux de qualification, mais ça va être le cas aussi, sans doute, en matière d'usage du compte personnel de formation, où effectivement on peut se poser la question, et les partenaires sociaux eux-mêmes posent cette question, de savoir si l'usage est toujours bien fléché sur là où on a les besoins les plus forts de l'économie. Et puis, ça veut dire qu'il va aussi essayer de favoriser les effets de levier, c'est-à-dire le fait qu'un euro dépensé pour la formation professionnelle soit un euro qui ait une valeur ajoutée la plus puissante possible, la plus forte possible, et puisse faire effet de levier en mobilisant d'autres euros venant d'autres sources. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller au bout, moi c'est une proposition que je vais mettre dans le débat, aller au bout de la logique de la formation investissement. Est-ce qu'on est allé au bout des voies et moyens de considérer la formation comme un investissement? Ça veut dire utiliser des leviers qui existent. Investissement dans le cadre budgétaire de l'entreprise. Absolument, dans le cadre budgétaire de l'entreprise, c'est-à-dire de pouvoir étaler un certain nombre de dépenses. Et l'amortir. Et l'amortir. Alors, je sais que les comptables poussent des hurlements et l'autorité des normes comptables a poussé des hurlements sur un tel sujet. Il y a peut-être des voies et moyens de contourner ça. Et soyons pragmatiques, encore une fois. Je me fiche absolument de savoir si on peut le faire d'une manière comptable ou pas, dès lors qu'on peut en avoir les effets. Voilà, sur le plan fiscal, voilà, et donc on peut peut-être contourner l'obstacle de cette manière, sans doute, vraisemblablement, mais il y a une vraie question à se poser. Et puis, il y a sans doute d'autres questions de levier, telles que, d'une part, les versements qui sont organisés par les entreprises elles-mêmes, soit au niveau micro,
dans l'entreprise, soit au niveau des branches. Et les partenaires sociaux eux-mêmes ont posé la question dans l'accord cadre qui a été signé le 14 octobre dernier en disant est-ce qu'on ne peut pas organiser des mécanismes d'abondement de la part des pouvoirs publics quand les acteurs font plus que ce à quoi ils sont assujettis. Et puis, de levier juridique, moi j'avais fait une proposition dans un rapport que j'avais fait en septembre dernier, en septembre de l'an dernier, pour l'Institut Montaigne, c'est la question du dédit formation, qui n'est pas possible par exemple aujourd'hui en matière d'alternance. Et c'est une proposition que je verse dans le débat. C'est-à-dire là, la personne qui part alors qu'on lui a payé sa formation doit rembourser une partie de sa formation. Et donc, elle est tenue de rester un certain temps au service de l'employeur qui a payé cette formation. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais qui est sans doute insuffisamment utilisé. Et les partenaires sociaux dans l'accord cadre ont souhaité instruire cette question. C'est très bien, je m'en félicite. Et donc, c'est une question qui sera dans le débat. Donc, la problématique formation en général, vous voyez, on a listé un certain nombre d'enjeux, sera un des sujets du débat de la prochaine élection. Et puis, je vais finir par la question du dialogue social et de la participation, auquel, je l'ai dit tout à l'heure, je suis attaché. La question du dialogue social, c'est à la fois une fin et un moyen. C'est une fin parce que je pense qu'une entreprise qui a un dialogue social développé et qui a des mécanismes de participation et d'intéressement développés est une entreprise qui se porte mieux, puisque on organise de fait le plus possible une convergence d'intérêts entre les différents acteurs. Et donc, moi, je pense qu'il faut encourager les systèmes de participation, d'intéressement, encourager les démarches de dialogue social. Je crois qu'il y a un candidat qui proposait les doublés. Alors, il y a un candidat dont je suis assez proche, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, qui fait des propositions, sur lesquelles d'ailleurs, c'est pas un secret, j'ai travaillé avec lui sur ce sujet, qui fait des propositions en ce sens. Et donc, je pense qu'il faut aller plus loin sur cette question, qui est ancienne, qui est une spécificité française. Je l'ai qualifiée dans la tribune des Échos de trésor national. Et je pense qu'effectivement, c'est une spécificité française qui est une bonne spécificité et qui est bien au cœur de notre esprit national, très équilibré, justement. Le partage de la richesse. Voilà, le partage de la richesse. Et donc, je pense qu'il faut aller plus loin sur la question. Il faut aller plus loin sur le dialogue social. On a, à travers les ordonnances du 22 septembre 2017, élargi la place de la négociation collective d'entreprise, de ce qu'il est possible de faire par la négociation collective d'entreprise. Il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles. Est-ce qu'on est au bout du chemin? Peut-être pas, même sans doute pas. Et il faut sans doute aller encore plus loin, élargir ce qu'il est possible de faire par la négociation collective d'entreprise. Voilà, donc là aussi, ça fera partie du débat. Mais je pense également que cette question du dialogue social sera une des questions au cœur des enjeux. Voilà, je vais finir peut-être par l'Europe, que je n'ai pas évoquée. Et là, moi, je voulais aussi, il y avait aussi la pauvreté sur laquelle on voulait échanger. Donc, l'INSEE montrait que, mettait en exergue que 15% de la population française était considérée comme pauvre, et donc avec le seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian, c'est-à-dire 1063 € en 2018. Et le questionnement, c'était finalement comment on peut juguler la pauvreté dans une économie mondialisée. Absolument. Quelle est moi, je pense que l'une des réponses essentielles à cette question, et je pense qu'il est sain que ce soit ça la réponse essentielle, encore une fois, c'est le travail. C'est-à-dire faire en sorte de remettre le travail au centre du jeu, au centre des valeurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser notre écosystème. Et ça a été l'un des enjeux de la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur demain, pleinement, le 1er décembre, de manière pleine et entière. Ça a été de faire en sorte que la situation de celui qui travaille soit toujours meilleure, soit toujours plus profitable en termes de rémunération que la situation de celui qui ne travaille pas. Et donc, ça veut dire d'organiser tout notre écosystème, donc l'assurance chômage. Est-ce qu'on est allé au bout en matière d'assurance chômage? Sans doute pas, il y a sans doute encore des choses à faire. Et il est dommage, moi je regrette que cette réforme ne rentre en vigueur de manière pleine et entière que maintenant. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a été quelque chose d'assez chaotique, précisément peut-être parce que justement la question du dialogue social n'a peut-être pas été abordée de manière pleinement efficiente et que donc ça a plombé un peu le processus, qui a fait qu'il y a eu des recours, il y a eu des suspensions, etc. et qu'on arrive seulement maintenant à une application pleine et entière qui ne va pas durer très longtemps puisque cette réforme arrive à son terme en novembre 2022 et donc ça sera aussi un des sujets de la campagne présidentielle, c'est quelle réforme de l'assurance chômage et donc derrière ce quelle réforme de l'assurance chômage,
c'est comment est-ce qu'on maximise le retour à l'emploi, parce que réduire le taux de pauvreté, c'est aussi permettre de maximiser le retour à l'emploi, et après, d'éviter les working poor. Donc, c'est faire en sorte que le travail paye véritablement. Et donc, c'est tous les instruments. Est-ce que la prime d'activité est l'instrument le plus adapté? Est-ce que le niveau des rémunérations, le niveau des salaires, et donc, ce qui pose aussi la question de la participation et de l'intéressement que j'évoquais tout à l'heure, qui est aussi une forme de réponse assez problématique. Est-ce que les minima sociaux, est-ce que le RSA, est-ce que les différents minima sociaux, et notamment les contreparties en termes d'activités qui peuvent exister aux minima sociaux sont toujours organisés de manière suffisante? Poser la question, c'est sans doute y répondre. C'est aussi un peu un serpent de mer en la matière, mais je pense que c'est aussi une des réponses, une des formes de réponse à cette problématique de la pauvreté qu'il faudra avoir. Je finis sur l'Europe. Oui, parce que finalement, le président de la République, finalement, quel que soit son programme, quelle sera sa marge de main-d'œuvre versus la réglementation européenne? Alors, sur l'Europe, l'Europe sociale, elle a eu son heure de gloire et aujourd'hui, elle est un peu en crise. Elle a eu son heure de gloire parce qu'on a eu dans les années 70, 80, fin du siècle dernier, on va dire, toute une série de directives européennes, toute une série d'évolutions également en matière de méthode, de politique de l'emploi, de convergence des politiques de l'emploi. On a eu quelques grandes directives européennes en matière de santé, sécurité au travail. D'ailleurs, une large partie de notre code du travail a été influencée par… alors, c'est un peu la poule et l'œuf, parce que la France a aussi pas mal influencé ces directives européennes en matière de santé et sécurité. Une grande directive de 1989, notamment, la directive cadre du 11 juin 89, avec les principes généraux de prévention des risques professionnels, qui structure tout notre code du travail en matière d'organisation de la prévention des risques, qui est une grande avancée de l'Europe sociale. Et puis les méthodes qu'on a connues fin du siècle, début du siècle, sur ce qu'on appelait la méthode ouverte de coordination, avec les peer reviews, vous savez, avec les bonnes pratiques, avec les aiguillons entre les pays sur les bonnes pratiques en matière d'emploi. Donc l'Europe sociale a connu à cette époque, dans ces années, fin du siècle, début du siècle, son heure de gloire. Et puis, force est de constater que depuis quelques années, l'Europe sociale est un peu en panne et que se posent plutôt des questions, d'une part, de dumping, de concurrence, avec toutes les problématiques autour du détachement de prestations de services, et avec une proposition, moi, que j'ai portée, mais qui n'a pas pu voir le jour, mais qui peut toujours être sur la table, qui est celle consistant à aller plus loin que la problématique je dirais, de règles minimales en matière de droit du travail qui existent aujourd'hui dans les questions de détachement de protection, détachement de prestations de services, qui est la question des cotisations sociales, puisqu'on a aujourd'hui un différentiel de cotisations sociales, et donc avait été proposé une forme de paiement différentiel. Le fameux plombier polonais. Pour le fameux plombier polonais, et paiement d'un différentiel qui serait réinjecté dans ces mêmes pays, c'est-à-dire qui pourrait financer les fonds structurels européens, mais qui permettrait d'éviter justement, et donc de les tirer vers le haut, et donc d'éviter les problématiques de dumping social, mais qui suppose évidemment, qui ne peut pas être décidé par un État tout seul dans son coin, qui suppose évidemment d'être décidé au niveau européen. Donc il y a sans doute encore, je remets sur la table cette idée qui avait été évoquée, Muriel Pénicaud l'avait évoqué un temps, et c'est quelque chose qui pourrait là aussi nourrir à nouveau le débat sur l'Europe sociale. Et on voit bien aussi que, donc c'est aussi pour cette raison qu'est mise sur la table la question, alors non pas du SMIC européen, la proposition qui est faite, c'est pas celle d'un SMIC européen, c'est celle d'éléments de convergence de salaires minimaux européens. Bon, je crains qu'on arrive un peu à une usine à gaz, ce qui est toujours un peu la difficulté quand on doit se mettre d'accord à 27. Mais on voit bien que la machine de l'Europe sociale est grippée aussi parce que les États et le Parlement n'arrivent pas à faire évoluer le corpus de règles et que la nature ayant horreur du vide, c'est le juge qui vient combler ce vide et qui vient du coup faire évoluer un corpus de règles qui, comme il n'évolue pas, parfois est en décalage avec la réalité. Et l'exemple typique de la directive sur le temps de travail et de la jurisprudence massive qui se développe en la matière, jurisprudence européenne, donc de la Cour de justice de l'Union européenne, vient illustrer cette réalité. Voilà une directive qui date de 1993,
dans sa version d'origine, et qui, sur un certain nombre de sujets, est devenue moins adaptée qu'elle ne l'était à l'origine, sur la question des gardes, sur la question des astreintes en particulier, sur la question des durées maximales, sur la question des temps de repos dans un certain nombre de cas, et qu'on n'est pas arrivé, qu'on n'est pas parvenu à faire évoluer. On n'a pas réussi à faire bouger la directive européenne de 1993, et donc on a un corpus jurisprudentiel de plus en plus nourri et pour une large part contraignant, qui pèse sur la France et sur les différents États. Donc, alors, il y a Alain qui pose la question, parle-t-on d'Europe sociale dans les autres pays? Alors, je suis désolé vis-à-vis des participants parce que finalement, il y a eu beaucoup de questions. Ouais. Et comme vous êtes passionné, bah, je sais pas. Mais on peut y voilà, parle-t-on d'Europe sociale dans les autres pays? Demande Alain. Finalement, est-ce que c'est pas un prisme franco-français que Non, on en parle dans certains autres pays. Disons qu'on en parle de manière différente en fonction des pays. C'est sûr que dans les pays de l'Est, l'Europe sociale est plutôt vue comme une contrainte et comme quelque chose effectivement d'anticoncurrentiel. Mais dans les pays du Sud, par exemple, en France, en Espagne, en Italie, l'Europe sociale, c'est quelque chose que l'on met en avant, que l'on évoque. Mais c'est quelque chose qui a eu, encore une fois, son heure de gloire, qui a eu une certaine consistance, qui a fait évoluer le corpus de règles et qui est un peu en panne aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Europe sociale, elle est plutôt vue sous le prisme de l'égalisation des conditions de concurrence entre les États, que comme la possibilité d'avoir des réponses. Je vais vous donner un sujet sur lequel l'Europe sociale pourrait être pionnière, pourrait trouver des réponses intéressantes. C'est le sujet que j'ai évoqué au début, c'est les plateformes de travailleurs indépendants. Voilà typiquement un sujet qui se pose partout dans le monde et sur lequel l'Europe pourrait montrer qu'elle a une vraie valeur ajoutée. On en est où pour l'instant? Il y a eu un avis qui a été voté par le Parlement européen qui pose comme postulat une présomption de salariat. On a potentiellement une proposition de la Commission européenne. On voit qu'on est loin du ballon, malheureusement, en la matière. Et que, malheureusement, sur un tel sujet où l'Europe sociale pourrait montrer qu'elle a une vraie valeur ajoutée, on n'y est pas encore. Donc, c'est un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on reprend la main en la matière. Est-ce que ça peut se faire à organisation constante? Poser la question et peut-être apporter une forme de réponse, ou est-ce qu'il faut aller au-delà et poser la question? Alors, c'est la question des cercles renforcés, des coopérations renforcées, c'est la question des accords bilatéraux. Là, on a vu franco-italien il y a quelques jours, des accords bilatéraux. Voilà, toutes ces questions vont être posées en matière d'avenir de l'Europe en général, d'ailleurs pas que sociale. Franck, il y a aussi une autre question. On a parlé tout à l'heure du développement du télétravail. C'est ce que vous avez évoqué au démarrage de notre réunion. Et finalement, Alain questionne, et c'est effectivement un questionnement qui est assez, je dirais, repris par les uns et par les autres. Est-ce que ce développement du télétravail ne va pas avoir des conséquences et être peut-être l'initiateur d'un offshoring massif? Puisque finalement, si on peut faire une partie de ces activités, toute partie en télétravail, pourquoi finalement ne pas, plutôt que de le faire dans l'Aveyron, pourquoi ne pas le faire en Pologne ou le faire plus loin? C'est le risque, effectivement, c'est le risque, mais après, vous savez, je ne suis pas sûr qu'on y gagne sur tous les tableaux. On le voit bien avec les centres d'appel, où vous avez, quand vous appelez un centre d'appel et que vous dites j'ai besoin de quelque chose sur les Champs-Élysées et qu'on vous répond c'est où les Champs-Élysées, je caricature un peu, mais on a des trucs un peu, voilà, et vous dites oulala. Donc vous avez aussi une question de qualité de service, de connaissance, je dirais, de connaissance du contexte, à la fois culturel et je dirais de l'environnement dans lequel vous évoluez, qui peut, dans un certain nombre de cas, peut-être pas dans tous les cas, qui peut tracer les limites de l'exercice. Alors après, en fonction de la nature des prestations, on peut plus ou moins s'accommoder de ce problème de qualité. On peut, sur certains sujets, on peut dire c'est pas grave du tout, ça pose aucun souci,
ça pose aucun problème. Sur d'autres, ça peut être quand même assez dirimant. Et la personne qui recourt au service peut se dire, oulala, il y a un problème majeur de qualité, je vais aller voir ailleurs. Mais la question peut se poser, évidemment. Vous savez, après, j'étais hier à un déjeuner où intervenait Luc Ferry, l'ancien ministre, et où il citait Schumpeter. Il disait que Schumpeter était un des grands économistes de la période qu'on a traversée et qui indiquait que le moteur du changement et le moteur de l'économie, c'était l'innovation. Et l'un des grands principes de Schumpeter, vous savez, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que ce qu'on détruit d'un côté va amener à créer des activités d'un autre côté. Et donc, effectivement, le processus que vous décrivez, que décrit la personne qui pose la question, est sans doute en partie réel. Mais est-ce que, d'un autre côté, ce qui va être dégagé en termes de marge de manœuvre, en termes de productivité, ne va pas, d'un autre côté, créer un certain nombre d'autres activités? On le voit bien à travers ce que j'évoquais tout à l'heure sur les nouvelles formes d'activité, sur les MTIC. On voit bien qu'il y a d'un côté des emplois détruits, de l'autre côté des emplois créés, et que l'une des clés pour passer de l'un à l'autre, ça va être certes la compétitivité, mais aussi la formation professionnelle. Alors, c'est peut-être pas les mêmes d'ailleurs qui vont être formés pour passer de l'un à l'autre, mais en tout cas, ça va être l'une des clés. Et donc, on est en perpétuelle évolution, en perpétuelle innovation, en perpétuelle innovation, et donc, ça passe évidemment par des destructions dans un certain nombre de cas, ça passe par des emplois perdus, délocalisés, réorganisés, mais ça crée aussi des marges de manœuvre dans d'autres domaines et ça permet de créer par ailleurs d'autres types d'activités et d'autres types d'emplois. Franck, pour conclure, si vous n'aviez qu'une seule réforme que vous souhaiteriez voir mise en place lors du prochain quinquennat, laquelle serait-elle? Alors vous me posez une question qui n'est pas simple. Je pense que ça serait la réforme des retraites et du temps de travail. Je pense qu'effectivement, l'enjeu autour de l'allongement de la durée d'activité, donc je triche un peu parce qu'il y a deux réformes en une. Je ne vais pas vous contredire. Mais bon, je pense que. Mais il y a une cohérence en même temps entre les deux que j'évoquais tout à l'heure, entre le temps de travail tout au long de la vie et le temps de travail. Et pour que la température ressentie ou que le climat ressenti soit positif, quelles sont les conditions? Les conditions, elles sont évidentes. C'est de mettre clairement sur la table le sujet lors de la campagne présidentielle. C'est ce genre de réforme. On ne le fait pas par surprise. On n'a pas vu encore beaucoup de candidats se prononcer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, si on veut que ça puisse être le cas, il faut que clairement, pendant la campagne présidentielle, ce type d'enjeu soit mis sur la table et qu'il y ait un engagement très clair que c'est une des réformes, c'est la réforme qui sera entreprise au début, vraisemblablement, du prochain quinquennat. Je pense que ça peut être le cas parce que vous dites on n'a pas vu encore, il y a certains candidats, enfin moi en tout cas il y a deux anciens ministres ou premiers ministres avec qui j'ai travaillé qui ont évoqué cette question, Édouard Philippe et Xavier Bertrand ont évoqué tous les deux, en tout cas la question des retraites. Je ne sais pas, tous les candidats ne sont pas encore déclarés, mais il n'est pas impossible que cette question soit évoquée aussi par d'autres. Donc, je pense que ça va être un des enjeux majeurs de la campagne présidentielle. Et sur la question que j'évoquais tout à l'heure de la légitimité, je pense qu'il est indispensable, évidemment, comme c'est une réforme qui n'est pas facile, pour avoir toute la légitimité nécessaire pour pouvoir l'entreprendre, de l'annoncer clairement pendant la campagne présidentielle et d'en prendre clairement l'engagement. Franck, un grand merci pour votre venue. Je sais que vous avez une journée de marathonien puisque vous intervenez, vous allez même conseiller vous êtes très spécialisé dans les branches professionnelles et je sais que vous allez en conseiller une pour qu'elle fasse son cahier de doléances vis-à-vis des prochains candidats pour défendre leurs intérêts pour le prochain quinquennat. Merci de vous être arrêté chez Valtus et de votre fidélité à la maison. Merci à vous, c'était un plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir.